je suis infiniment heureux que Robert Badinter soit là. Alors, comme chacun d'entre vous le sait, on n'invite jamais des hommes politiques à ce rendez-vous des idées mènent le monde. Pour beaucoup de raisons, et en particulier parce que je ne veux pas qu'il y ait de croisement entre les différents ordres et les responsabilités qui sont les nôtres. J'ai invité Robert Badinter parce qu'il est beaucoup plus que quelqu'un qui a exercé de très importantes responsabilités politiques, ministérielles et historiques. Parce que l'empreinte que Robert Badinter a laissée sur l'univers de la justice et la perception de la justice dans notre pays est une empreinte, chacun d'entre vous le sait, indélébile. Mais ça n'est pas la raison principale pour laquelle je l'ai invité. La raison principale, c'est que Robert Badinter est un homme de conscience. Pas seulement d'action, pas seulement de réflexion, de conscience. Et les hommes de conscience ne sont pas si fréquents dans cette activité que nous ne puissions les saluer. C'est une conscience et c'est un regard, non pas seulement sur le monde de la justice, mais sur l'humanité tout court, qu'on découvre parfois de manière plus tragique dans le monde de la justice. L'idée que j'avais, c'était d'inviter Robert Badinter, puisque le thème de ces journées, c'est la passion, les passions, à parler de la passion de la justice. Et il m'a dit, écoutez, il y a beaucoup mieux à faire, beaucoup plus urgent à faire. Il y a une page de l'histoire de notre pays qui est une page tragique, et je me suis fixé comme mission de dévoiler ce qu'a été l'horreur dans le monde déjà extrêmement dur et presque insupportable de la condition pénitentiaire, ce qu'a été l'horreur du sujet du bagne de Cayenne pendant le gouvernement Pétain. Et comme je savais à quel point Robert Badinter est engagé dans les combats qui sont les siens, et à quel point il est donc engagé dans un sujet quand il le traite, il m'a semblé que c'était un bon moyen de montrer la passion de la justice que d'inviter Robert Badinter à traiter le sujet qu'il va maintenant traiter devant vous. Merci beaucoup. Je vais bien sûr commencer par remercier François Bayrou, que je connais depuis bien longtemps, des propos aimables, plus qu'aimables, qu'il a tenus à mon égard. Je le remercie. Pour le reste, nous avons souvent l'occasion de nous rencontrer et de parler du cours du monde et des affaires françaises. Je n'insisterai pas. Je voulais simplement marquer, avant une supplique, ceci. J'ai été un grand ami de la Barrère. Vraiment, c'est un des hommes dont j'ai conservé une des plus chaleureuses et vibrantes mémoires. Et le connaissant tel qu'il était, je savais que le sujet que je traiterais ce soir, lui aussi, en aurait mesuré la gravité et l'enseignement que nous devons en tirer. Alors, la supplique est simple. Je ne vois pas la raison pour laquelle je dois transformer cette conférence en interrogatoire au 3e degré. Je ne vois rien ni personne. Vous me voyez, moi, et on force toujours un peu la lumière pour la télévision. Moi, je préfère l'inverse.
Je préfère voir ceux auxquels je m'adresse, tant pis pour la qualité de l'image. Donc je vous prie instamment de bien vouloir donner de la lumière. Encore un peu. Pas terrible, mais enfin. Alors, le mieux, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, pas autant que j'aurais souhaité, le mieux, c'est tout de suite poser le sujet. Je le dis très directement, rien, sauf la cruauté humaine et l'inhumanité, ne saurait justifier aux yeux de l'histoire et à nos yeux à tous la cruauté et l'inhumanité avec laquelle la France a traité les condamnés aux travaux forcés et les délinquants, petits délinquants, multirécidivistes, 3 condamnations à plus de 3 mois de prison, en les faisant envoyer au bagne d'outre-mer et y vivre et mourir dans des conditions atroces. Particulièrement pendant la période du gouvernement de Vichy, où le traitement pénitentiaire dans ces territoires d'outre-mer, voici le résultat, voici un témoignage, une description qui vous dira tout. C'est un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire. En 1943, au moment où, tardivement, avril 1943, la Guyane, les autorités guyanaises ont abandonné le régime de Vichy pour rejoindre, tardivement je l'indique, la France libre. À ce moment-là, je le reprendrai tout à l'heure, une partie des bagnards qui se trouvaient dans le pénitencier de Saint-Laurent-du-Maroni est transporté dans un lieu assez proche où ils ont mieux survécu, mais nous les saisissons au moment où ils quittent le pénitencier de Saint-Jean-de-Marouani pour aller à celui de Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà leur description. Texte d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, avril 1943. Ce n'étaient plus des hommes, c'étaient des squelettes. Le spectacle était horrifiant. On se demandait comment certains d'entre eux pouvaient encore se tenir debout. Après l'inspection de leurs effets, ils durent se rhabiller. Alors, ce fut une scène navrante. La plupart de ceux qui tentèrent de se baisser pour ramasser leur harde s'effondrèrent, l'un après l'autre comme soufflés. Ils ne purent se redresser seuls. On dut faire appel à des porte-clés, c'est le nom qu'on donnait aux geôliers du bagne, à des porte-clés, qui les transportèrent à dos jusqu'au local sous le clocher du camp. Ceux qui se trouvaient adossés aux arbres rejoignirent la case en se traînant sur le sol comme des cul-de-jatte. Ceci se passe dans un territoire sur lequel flotte le drapeau tricolore et non pas, comme on pourrait le penser, en Allemagne nazie. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, évidemment,
il faut reprendre le contexte historique et le cadre juridique du bagne. Il faut être dans ce domaine, si on veut aller au cœur des choses, s'inscrire dans la vérité historique et la vérité juridique. Il faut mesurer d'abord les données numériques, les données statistiques. Entre 1852 et 1938, la veille de la guerre, la France a envoyé au bagne de Guyane, carte vous est montrée, 52 000 condamnés aux travaux forcés. Par conséquent, 52 000 criminels qu'on appelait les transportés. 329 opposants politiques ou traîtres condamnés à la déportation. C'étaient les déportés. C'est le cas du capitaine Dreyfus. Puis, à partir de la loi de 1885 sur laquelle je reviendrai, 15 600 petits délinquants récidivistes ayant commis des infractions ordinaires, le vol, le vagabondage, disons-le, ça et là, en effet, un petit cambriolage, mais pas plus. Pas plus. C'est vraiment le type même de délinquants ordinaires qui ont été condamnés à partir de 1885 à la peine complémentaire à la petite condamnation de 3 mois et 1 jour qui permettait à la 3e reprise de les envoyer à vie en Guyane. C'était les relégués. Au total, ça représente 70 000 personnes. Je précise, car c'est toujours intéressant de prendre la mesure de la condamnation et de la transportation des femmes. Il y a eu à la même époque, pendant cette durée, 913 femmes envoyées là, dans le bagne de Guyane. Elles vivaient au couvent. On voit l'ironie du terme, au couvent. Une maison de détention qui était tenue par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny, où elles étaient employées toute la journée à des travaux de couture et notamment à la confection des costumes des bagnards, vous savez, le célèbre pyjama blanc, rose, chemise et vareuse. Une partie d'entre elles était soumise à une forte pression pour qu'elles épousent des bagnards, une sorte de marché aux femmes que demandaient notamment les condamnés aux plus longues peines. Mais pour se fiancer avec, ironie je dis ce terme, pour se fiancer avec des bagnards qui, eux, n'étaient que de petits délinquants récidivistes, il leur fallait présenter une dot consistant en leurs misérables économies et à la condition, évidemment, que le relégué multirécidiviste puisse justifier de moyens de l'entretien par une concession qui, sur le papier, l'on devait lui donner, mais que, dans les faits, ne l'était pas. Précision qui n'est pas indifférente, pas une de ces femmes n'est jamais revenue en métropole. Jamais. Comment en est-on arrivé là? Je ne vais pas vous refaire l'histoire intéressante, d'ailleurs, de l'exécution de la peine de condamné forçat, celui-là, aux travaux forcés. Aucune solution ne donnait satisfaction, toute notre histoire, mais je ne suis pas là pour la reprendre en son entier. Je veux simplement partir de la moitié du XIXe siècle. Vous savez que pendant la période qui va de l'Empire
jusqu'à le Premier Empire, jusqu'au Second Empire, et notamment pendant la monarchie de Juillet, la question pénitentiaire, la question de la délinquance, de la criminalité et du moyen d'y remédier et des conditions d'incarcération, s'est beaucoup posé. On a beaucoup écrit et travaillé là-dessus pendant cette période. Pour finir sur, je dirais, une idéologie particulière, inspirée des Anglais. On sait, création de l'Australie, Dominions, qu'on envoyait dans des colonies aussi loin que possible ceux qui avaient été condamnés en Angleterre et au Canada aussi à des peines de travaux forcés. Cette transportation, cette idée que on éloignerait de la métropole les indésirables de toutes sortes, les opposants politiques comme les criminels condamnés aux travaux forcés, ou les délinquants multirécidivistes, ça paraissait très bien, parce qu'on se débarrassait d'eux en les envoyant le plus loin possible à la satisfaction des populations. Mais ce qu'on soulignait sans avouer la première raison véritable et secrète, c'est que grâce à ça, on pourrait les transformer, eux, et c'était la formule « régénérer l'homme par la terre et la terre par l'homme », puisqu'aussi bien les bagnes français ont toujours, sauf un, la Nouvelle-Calédonie, été situés dans les pires des territoires des colonies. La vérité, elle était plus simple, elle était plus brutale, et c'est à Hugo qu'on doit de l'avoir exprimé le plus directement sous la Seconde République, au moment de le projet de loi de déportation des condamnés politiques outre-mer. Comment se débarrasser des républicains, notamment de ceux qui avaient, en juin 1948, donné tous les signes de la révolte sociale. Eh bien, écoutons Hugo. Moi, je ne le dissimule pas, je suis un hugolâtre passionné. Et dans cette histoire, sa pensée a joué un rôle, son éloquence aussi, et surtout, il a ouvert, à mon sens, certaines des voies de l'avenir. Mais écoutons Hugo, 5 avril 1850, à l'Assemblée nationale, Seconde République, à propos du projet de loi de déportation outre-mer des condamnés politiques. On combine le climat, l'exil et la prison. Le climat donne sa malignité, l'exil son accablement, la prison son désespoir. Au lieu d'un bourreau, vous en avez 3. La peine de mort est remplacée. Quittez ces précautions de parole, cette phraséologie hypocrite, dites avec nous, la peine de mort est rétablie. Il s'agissait ici des condamnés politiques. On avait supprimé en février 1948 la peine de mort en matière politique seulement. Mais là, on prévoyait de les envoyer en Guyane. Et la réponse, vous avez le mot de Hugo. Dites avec nous, vous rétablissez la peine de mort. Alors, on a choisi au départ Cayenne. On a choisi Cayenne, où déjà on avait envoyé des condamnés politiques, mais pour y assurer une transportation de masse. Le premier convoi est arrivé à Cayenne en mai 1852. Depuis lors, ça n'a plus cessé jusqu'à le début de la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Troisième République. Ça n'a plus cessé. Sur
Le résultat est inscrit dans les chiffres, vous me pardonnerez d'être à cet égard précis, mais ça fait mesurer l'ampleur de ce qui est advenu comme une sorte de purification sociale. Le climat de la Guyane était tout simplement insupportable. Insupportable, sauf pour ceux qui avaient le privilège d'une résistance exceptionnelle, manque de soins, manque de médicaments, manque de tout. Ça s'inscrit alors dans les fièvres jaunes, dans la fièvre paludéenne, et vous avez les chiffres. Sur 21 620 forçats envoyés en Guyane, décision de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, sur 21 600 envoyés à partir de 1852, il n'en restait plus que 7 466 au total à la fin de la bagne de Cayenne, 35% de mortalité. Alors, Napoléon III avait de grands défauts, je pense, mais il n'était pas féroce et il n'était pas indifférent à la misère. La marine a signalé cet état de choses en disant on ne peut pas garder ces hommes en Guyane plus longtemps parce que les épidémies les déciment, parce qu'ils vont mourir tous. Alors, il a pris la décision humaine et sage d'arrêter les départs vers la Guyane, nous sommes en 1966, et d'envoyer les condamnés aux travaux forcés vers la Nouvelle-Calédonie, dont le climat, on le sait, lui est tout à fait différent et permettait d'assurer au moins une vie misérable à ceux qui y étaient envoyés. Mais ça n'était plus le massacre par la maladie et les conditions d'épidémie qu'on y trouvait. Je marque qu'on savait, précisément par la longue expérience 1852-1867, que rouvrir les bagnes à la Guyane, c'était condamner à mort une grande partie de ceux qu'on allait y transporter. C'est cependant ce qui a été décidé pour tous ceux qui étaient condamnés à des peines de travaux forcés. Et comme si ça ne suffisait pas, alors qu'on connaissait la situation sanitaire de la Guyane, on a décidé, sous la Troisième République, en votant la loi du 27 mai 1885, d'y envoyer également, cette fois-ci au titre de la relégation, les délinquants récidivistes, mais je le dis, il faut toujours se souvenir, condamnés à 3 fois des peines supérieures à 3 mois, et à l'époque, les tribunaux avaient la main lourde. Et un jour, c'était l'internement à vie à la Guyane. Article 1er de la loi du 27 mai 1885. Ici, vous allez le voir, je pense, dans un instant, vous avez un cas très représentatif, celui de Paul Belot. Je ne sais pas qui c'est, on a essayé d'aller plus loin, j'ai trouvé une archive le concernant. Il a été condamné en 1908, 3 condamnations antérieures prises en compte, 3 mois et 1 jour en 1996, 3 mois et 1 jour pour vol en 1904, 2 ans pour vol qualifié, c'est le prix de clôture, pas plus. Et tentative en 1905. Alors,
les lectures des débats projettent une lumière cruelle sur de grands hommes d'État républicains, et nous sommes à l'heure d'une majorité de républicains, appelés les opportunistes parce qu'ils pratiquaient une politique empirique selon les nécessités économiques du moment. La loi du 27 mai 1885 est l'expression de la volonté de ces républicains, grands républicains, qui en sont les promoteurs. Gambetta préside l'Assemblée. Vous avez ensuite Jules Ferry, qui est président du Conseil, et vous avez aussi Waldeck-Rousseau, qui est ministre de l'Intérieur. Et c'est eux, et c'est notamment Waldeck-Rousseau, avec un grand talent, qui soutiennent cette loi pour envoyer à vie les délinquants récidivistes qui, il faut le dire, là c'est une motivation inavouée, mais toute puissante. Il faut répondre à la demande des campagnes qui se plaignent de la multiplication des vagabonds et de la multiplication des voleurs. Voleurs de quoi? Voleurs de pommes. Bref, qui rendent la vie quotidienne difficile et, disent-ils, insupportable. Il faut leur plaire. Donc on va faire une loi pour les envoyer, ces petits voleurs récidivistes, ces vagabonds, à vie en Guyane. Il n'y a qu'un grand politique qui intervient à ce moment-là avec une éloquence et un talent inimitable, c'est Clemenceau. C'est Clemenceau qui s'oppose à Waldeck-Rousseau, c'était de grands débatteurs et de grands orateurs. Et Clemenceau monte à la tribune et répond à Waldeck-Rousseau, le ministre de l'Intérieur: pour condamner ainsi ces hommes, avez-vous même tenté de les amender? On convient que rien n'a jamais été fait en ce sens. Quelle terrible condamnation de votre loi! Si vous ne tentez rien pour améliorer le condamné, pour le réformer, même là-bas, vous aurez dépensé des sommes énormes. Vous aurez soustrait les criminels à la vue de la vieille Europe, mais vous n'aurez fait ni réforme sociale, ni réforme pénale, ni réforme criminelle au sens juridique. On ne peut pas plus fermement exprimer ce qu'est ici l'affirmation d'une autre politique, celle-là humaniste, celle-là véritablement républicaine, incarnée à ce moment-là par Clemenceau contre d'autres républicains, mais les opportunistes. J'ajoute que les avertissements des autorités maritimes de la Guyane prévenaient que la Guyane, le député devait s'en rappeler, et la Guyane, je lis le texte, était un vaste marais où les Européens ne peuvent ni travailler, ni vivre. Et ce sont les autorités maritimes qui préviennent. Par conséquent, c'est en connaissance de cause que les républicains, ces grands républicains opportunistes, décident d'envoyer ces hommes à la Guyane, que l'on connaissait déjà, puisque c'était pour les raisons évoquées, cette mortalité énorme, que Napoléon III, lui, avait fermé le bagne de Guyane pour les envoyer à Nouvelle-Calédonie. Maintenant, c'est au lieu de la Nouvelle-Calédonie, la Guyane qui abritera ou recueillera les travaux, les forçats, et maintenant les petits récidivistes. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qu'étaient les modalités de la relégation, mais le fait que l'article 1er de la loi dise
La relégation consistera dans l'internement perpétuel sur le territoire perpétuel, sur le territoire des colonies ou des possessions françaises, les condamnés que la loi a pour objet d'éloigner de France. Il faut dire qu'en effet, les républicains opportunistes ont connu des succès électoraux. Mais s'agissant internement à perpétuité en Guyane de ces hommes, de ces petits délinquants récidivistes, on ne peut pas trouver un autre adjectif que c'était des misérables qu'on condamnait à y mourir. Alors, ils ont été cruellement, de thèmes faibles, traités, et je dirais même plus que les grands criminels condamnés aux travaux forcés. Parce que l'administration pénitentiaire de l'époque partait d'un principe simple. Bon, il a commis un crime, travaux forcés, on va utiliser sa force de travail, mais on peut concevoir et cette utilisation, et une fois qu'il a purgé sa peine, qu'on le conserve et qu'on le garde donc dans des conditions moins inhumaines. Mais l'idéologie qui animait à ce moment-là l'administration pénitentiaire et surtout le gouvernement, c'était qu'ils étaient, ces vagabonds, ces voleurs, incorrigibles, irrécupérables, et aucune considération d'humanité, une discipline de fer. Et à cet égard, les rapports conservés aux archives témoignent de la conception qu'avaient les autorités administratives du bagne et les autorités judiciaires de ce qu'étaient ces relégués. Je donne lecture du rapport du procureur de la République de la Guyane en 1931. 40% des relégués sont des dégénérés. Tous sont des individus sans scrupules. Je ne donnerai pas lecture parce qu'elle est longue du texte, mais c'est ce mot des dégénérés. C'est celui qu'utiliseront si largement les Allemands pour ceux qu'ils mettent dans leurs camps de concentration avant même qu'on ouvre des camps d'extermination en Pologne que nous connaissons pour les individus asociaux, et c'est un même terme qu'on retrouvera pour le goulag. Ce sont des dégénérés. Et voilà le rapport d'un inspecteur des colonies en 1938. Nous sommes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. On a bien souvent fait la comparaison du transporté et du relégué. Elle est bien évidemment en faveur du transporté, du premier, du forçat, du condamné à des peines criminelles. Paresse, habitude invétérée de vol et de vagabondage, dépravation sexuelle extrêmement répandue, c'est l'homosexualité, au bagne comme dans les prisons, tous ces vices du relégué ont été bien souvent établis. Voilà ce qu'on trouve dans les documents officiels de la République française s'agissant de ces relégués auxquels moi j'avoue souvent penser. La Guyane à vie, sans autorisation ni possibilité, sauf exception rarissime de grâce, de revenir en métropole. Et je me dis, voilà, c'était des traits de savate, des misérables au sens de Hugo. Et c'est eux qu'on a voué à la Guyane, aux conditions de vie qu'on connaît. Et je dis la pire des hypocrisies, la pire,
a été pour la République, dans ses discours officiels, de dire qu'était une justice de réinsertion, que grâce aux concessions qui étaient inutilisables ou trop rares en Guyane, les relégués aussi retrouveraient leur qualité humaine. Non, en vérité, tout ici concorde. Il voyait dans ces relégués envoyés ainsi outre-mer pour y demeurer, y mourir, rien d'autre que, comment dirais-je, de la racaille qu'il faut éliminer. Une justice d'élimination. Voilà ce qui présidait à l'idée qu'on se faisait du châtiment et qu'on a, hélas, mis en œuvre. Mis en œuvre, je vous donne les statistiques, au lieu d'une justice de réinsertion, toujours la même justice d'élimination. Entre 1852 et 1938, c'est près de 70 000 personnes que la justice française a envoyées en Guyane. Si on y ajoute ceux qui avaient séjourné jadis en Nouvelle-Calédonie, si on y ajoute les déportés politiques, on arrive dans l'archipel carcéral français, il n'y a pas de Solzhenitsyn malheureusement pour l'écrire, on arrive à près de 70 000 personnes. Il y a pire, mais je n'en parlerai pas ce soir, peut-être aurai-je un jour le plaisir, l'avantage de revenir à Pau. Il y a pire encore, toujours, sous les plis du drapeau tricolore, toujours la République, comme chacun le sait, mère des droits de l'homme, on verra ce qui sera pire encore sous Vichy, eh bien, du début 1830, 30 cette fois-ci, jusqu'au début des années 70, pendant cette longue période qui dure près de 2 siècles, il y a eu pire que le bagne pour les forçats et les multirécidivistes et les déportés politiques, pire que la Guyane, c'est le bagne militaire, c'est Biribi, comme on l'appelait de façon générique. Et il faut savoir, il faut lire d'abord les témoignages de ceux qui ont connu Biribi. Au total, on a envoyé dans les pénitenciers militaires, en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Cochinchine, etc., près de 700 à 800 000 militaires, indigènes compris, et il y en avait beaucoup. Je demande simplement de retenir le chiffre. Et pourquoi j'évoquais les régimes totalitaires? Alors, la prise de conscience s'est faite pas seulement par l'éclat des propos de Hugo à l'Assemblée. Il y a eu le célèbre reportage d'Albert Londres au bagne, qui a été publié dans un grand quotidien de l'époque et qui a décrit pour la première fois ce qu'était la réalité du bagne. On le savait, on avait des témoignages, mais ça a saisi le public. Ça a créé un mouvement, les ligues, notamment la Ligue des droits de l'homme, s'est mise en mouvement, fermons le bagne, fermons évidemment le bagne militaire, mais aussi arrêtons la transportation des forçats à Cayenne, ne les envoyons pas à la guillotine verte, car c'est bien en fait Clémenceau qui avait raison. L'opinion publique s'est émue et je tiens, au nom de toute la classe parlementaire ou politique, à saluer ici, après André, Gaston Monnerville, que je bien connu, et qui a été député de la Guyane, qui était, comme chacun s'en souvient, un bel homme métis, un produit pur de l'éducation nationale de l'époque, un avocat de talent, qui a fait une grande carrière comme député, un grand orateur aussi, et
comme avocat et qui a fini comme président du Sénat sous la 4e et au début de la 5e République. Et Gaston Monnerville a été, de ces misérables-là, le constant avocat auprès du Parlement. Donc je rappelle et je salue sa mémoire. Et il aura fallu attendre la veille de la Seconde Guerre mondiale pour que, ainsi, alors qu'on savait ces conditions qui étaient celles de la vie en Guyane, pour cette fois-ci les civils, il aura fallu attendre le 17 juin, le décret-loi du 17 juin 1938, majorité issue du Front populaire à la Chambre des députés, pour supprimer la peine de transportation. On ne voit plus les forçats. Ce n'est pas pour autant qu'on les ramène, mais on ne les enverra plus à l'avenir. Et en ce qui concerne la relégation, elle est maintenue. Pas de petits délinquants multirécidivistes sur le territoire français après leur exécution de leur peine. Finalement, c'est le dernier convoi de relégués est encore parti pour la Guyane. Quelques mois après, c'est évidemment toujours la même chose avec l'administration, on continue. Décembre 1938, Seconde Guerre mondiale arrive, évidemment plus de convois, et on décide en 1942 que provisoirement, les condamnations à la relégation, qui continuent évidemment sur le territoire métropolitain, quel que soit le régime, la justice de droit commun fonctionne. Il faut bien lutter contre le crime. Les relégués subiraient dorénavant leur peine en métropole. C'était la fin du bagne par extinction parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un retour massif de bagnards. Alors, s'ouvre maintenant la période que je voulais mettre en lumière, c'est-à-dire le véritable crime contre l'humanité commis pendant la période du gouvernement de Vichy sous l'autorité du maréchal Pétain. Les chiffres de la mortalité sont tout simplement effrayants. Je parle là spécialement des relégués, des petits délinquants, des misérables. La mortalité des relégués, déjà importante pendant les années 30, elle oscillait autour de 30%. Vous la voyez croître. 1939, vous avez 75 décès pour un effectif de relégués de 1839, 4%. 40, les décès augmentent, 5,91. 41, 12,28%. 42, 48,03%. 48% des relégués sont morts dans cette seule année-là. 48%, c'est le taux des camps de concentration du côté des Allemands pour les politiques, pas pour les camps d'extermination, c'est tout à fait autre chose, mais sensiblement celui des camps nazis. On ne sait pas, on n'a pas les statistiques pour les camps soviétiques. Ça veut dire qu'en 1942, sont morts des conditions qu'ils supportaient 48% des relégués. 513 sur 1068 relégués. Et en 1943 encore, ce sera 36%. Mais il faut considérer que c'est seulement en avril 1943, que la Guyane change de côté et qu'à Vichy succède la France libre.
les chiffres, c'est pourquoi on peut parler de crime, les chiffres sont tombés immédiatement de mortalité, immédiatement. Témoignage en soit retenu aux autorités françaises autour du général de Gaulle. Nous sommes retombés en 1944 à 3,22%, c'est-à-dire ce qu'était la moyenne dans les années 38-39. Ça redescendra encore l'année d'après. Mais là, vous avez un paroxysme, une hécatombe de condamnés à la relégation à vie, une véritable hécatombe. Je marque aussi à quel point, à cet égard, l'idéologie, le mépris absolu des hommes était la règle pour les autorités de la Guyane et particulièrement pénitentiaires. Le régime, tout de suite, le gouverneur qui avant avait été déjà gouverneur en Guyane, qui était revenu après avoir séjourné comme haut membre d'administration au Cochinchine, y compris, on le sait, la pénitentiaire, loin de se préoccuper en se disant il faut quand même... Non. On pratique un régime d'une brutalité jusqu'alors inconnue. On diminue les rations alimentaires ordinaires et on réduit des 2/3 les suppléments de rations qu'on pouvait espérer gagner par un supplément de production. Les rations ont continué à diminuer drastiquement jusqu'au mois de juin 1943, avril 1943. En même temps, on renforce la discipline. Elle a été, dit le gouverneur, reprise avec plus de sévérité. Et quand en février 1941, il y a eu une évasion de 70 relégués rejoignant la France libre, à l'appel évidemment d'un résistant qui était présent sur le territoire, le capitaine Chandon, à ce moment-là, le gouverneur de la Guyane, fidèle au maréchal Pétain, a décidé de durcir encore le régime disciplinaire et il a rétabli aussitôt la peine dite de pain sec qui avait été installée en 1925. Peine de pain sec, ça veut dire une fois tous les 3 jours, rien d'autre que du pain sec et de l'eau dont on imagine ce qu'elle est par la température qu'il fait. Mais rien d'autre que le pain sec. Alors, la réduction de la ration alimentaire, la suppression de ce qu'on pouvait obtenir par un travail, d'ailleurs physiquement presque impossible pendant la période intermédiaire, et vous avez un régime, on expulse, je le signale au passage, tous les responsables de l'armée du salut qui avaient, pour la plupart des Canadiens et des Américains, avaient été envoyés par l'armée du salut pour venir en aide aux bagnards, comme certains religieux. C'étaient des témoins gênants, on les suspectait d'ailleurs d'agir aussi en faveur de la France libre, on les expulse. Et nous avons là le témoignage en février 1942 d'un fonctionnaire, plutôt d'un militant de l'armée du salut, vous savez, les grades, colonel, capitaine, là c'est un sergent de l'armée du salut, qui écrit ceci: « Libéré de tout témoin, l'administration pénitentiaire saisie d'une véritable folie déclenche à Saint-Jean-du-Maroni un régime de terreur d'une brutalité inouïe. Privation de nourriture, travail à coups de trique, de nerfs de bœuf, qu'il marche ou qu'il crève. En quelques mois, et on retrouve le chiffre, la mortalité qui oscillait de 3 à 5% passe à 46%. Alors,
sur les supplices divers qu'utilisait l'administration pénitentiaire de Vichy, Bordray indiquait qu'on utilisait massivement la prison à l'intérieur de la prison, comme si ça ne suffisait pas le bagne. Il y avait encore un régime plus dur dans ce qu'on appelait la prison, qui était au sein du bagne. Là, dans ce régime-là, vous retrouvez, et le début de mon propos, vous retrouvez la description de l'état dans lequel étaient justement ces bagnards de Saint-Jean qu'on envoyait in extremis à Saint-Laurent, Saint-Laurent étant le lieu où on regroupait les transportés, c'est-à-dire les criminels condamnés à peine de travaux forcés, et où les conditions étaient meilleures. Et alors il marque ceci, on transport, n'est-ce pas, d'une île à l'autre, la pire étant pour les relégués, les petits délinquants, la racaille. De temps à autre, écrit le responsable de l'armée du salut, on peut voir un étrange cortège gagner l'hôpital de Saint-Laurent. Un garçon, c'est le nom des porte-clés du bagne, un garçon dirige avec précaution un groupe d'hommes affreusement maigres, entourant un charton, une charrette, qui transporte des relégués moribonds en provenance de Saint-Jean et débarqués par chaland à Saint-Laurent. Ceux qui peuvent se tenir debout et marcher, car les places dans les charrettes sont très limitées, donnent l'impression qu'ils vont s'effondrer à chaque pas. Je ne reprendrai pas le détail, le temps passe et le mien est limité par la nécessité de retourner à Paris. Et on accroît en même temps, sous la période de Vichy, les heures de travail. Jusque-là, et sous l'influence des lois sur le social, on avait limité à 6 heures le nombre d'heures de travail, au climat que vous y connaissez, que vous imaginez en tout cas, de Guyane, on avait limité à 6 heures. Eh bien là, le gouverneur décide qu'on les portera à 8 heures. 8 heures de travail par jour, vous voyez ce que ça signifie au regard du climat et de la chaleur. 8 heures. Et on interdit aux relégués les quelques petits travaux qu'ils faisaient pour essayer de les vendre à ceux qui étaient les fonctionnaires, leurs femmes, leurs amis, leurs visiteurs. Bref, les quelques visiteurs du bagne, ils faisaient des petites sculptures en bois, ils gagnaient quelques misérables sous avec ça, interdit. Donc on a une situation dans laquelle on augmente les heures de travail, les heures de production, on interdit toute possibilité d'avoir des rations ou quelques suppléments que ce soit, et notamment en gagnant quelques sous dans les heures de liberté qu'on a supprimées. Alors, on comprend pourquoi, à ce rythme-là et dans ces conditions-là, les hommes meurent, et meurent d'épuisement, de maladie, et aussi, j'en suis convaincu, de faim. Je n'irai pas plus loin dans les chiffres, je veux simplement rappeler qu'il aura fallu attendre le retour au gouvernement du général de Gaulle pour qu'on supprime les pénitenciers, qu'on mette un terme à la mortalité des relégués. Et en mars 1946, le ministre de la Justice de l'époque, Pierre-Henri Tedjeune, que j'ai bien connu, se décide à ne plus envoyer, il n'y aura plus jamais de convoi de relégués à destination de la Guyane. C'est fini. Le dernier convoi de rapatriement sera organisé en août 1953
j'ai vu revenir, j'étais un très jeune avocat à ce moment-là, j'ai vu revenir quelques bagnards qui venaient saluer, forçat cela, leur avocat de jadis, qu'ils avaient vu partir au bagne. Que veut dire de plus? Que veut dire de plus sinon que à la lumière de tous les travaux, il y a des historiens de qualité, qui ont beaucoup travaillé récemment sur le bagne et cet aspect terrifiant qu'il revêt. Je me bornerai à rappeler au regard de ces travaux l'article 6 du statut du tribunal de Nuremberg, jugeant les criminels contre l'humanité, 1945, article 6 du statut, crime contre l'humanité, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre. Eh bien, je le dis clairement, à la lumière de cette définition des criminels contre l'humanité, il apparaît que c'est bien un crime contre l'humanité qu'on a réalisé les autorités de Vichy en Guyane entre 1941 et 1943. Ne me demandez pas quelles sanctions ont couru. Il n'y a jamais eu de poursuite de ces autorités criminelles. Merci. Lumière, please. On va espérer avoir. Et bonne soirée.